Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La comédie humaine, volume 06. Scène de la vie de province, tome 02. Par Honoré de Balzac. Partie 1, Les célibataires. Deuxième histoire. Le curé de Tours. À David, statuaire. La durée de l'œuvre sur laquelle j'inscris votre nom, 2 fois illustre dans ce siècle, est très problématique. Tandis que vous gravez le mien sur le bronze qui survit aux nations, ne fut-il frappé que par le vulgaire marteau du monnayeur. Les numismates ne seront-ils pas embarrassés de tant de têtes couronnées dans votre atelier, quand ils retrouveront parmi les cendres de Paris, ces existences par vous, perpétuées au-delà de la vie des peuples, et dans lesquelles ils voudront voir des dynasties. À vous donc ce divin privilège, à moi la reconnaissance. De Balzac. Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau, principal personnage de cette histoire, fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était allé passer la soirée. Il traversait donc aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre, la petite place déserte nommée le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien, à Tours. L'abbé Birotteau, petit homme court, de constitution apoplectique, âgé d'environ 60 ans, avait déjà subi plusieurs attaques de goutte. Or, entre toutes les petites misères de la vie humaine, celle pour laquelle le bon prêtre éprouvait le plus d'aversion, était le subit arrosement de ses souliers à larges agrafes d'argent, et l'immersion de leurs semelles. En effet, malgré les chaussons de flanelle dans lesquels il s'empaquetait en tout temps les pieds avec le soin que les ecclésiastiques prennent d'eux-mêmes, il y gagnait toujours un peu d'humidité, puis, le lendemain, la goutte lui donnait infailliblement quelques preuves de sa constance. Néanmoins, comme le pavé du cloître est toujours sec, que l'abbé Birotteau avait gagné 3 livres 10 sous au whist chez Madame de Listomère, il endura la pluie avec résignation, depuis le milieu de la place de l'Archevêché, où elle avait commencé à tomber en abondance. En ce moment, il caressait d'ailleurs sa chimère, un désir déjà vieux de 12 ans, un désir de prêtre, un désir qui, formé tous les soirs, paraissait alors près de s'accomplir. Enfin, il s'enveloppait trop bien dans l'hommus d'un canonicat vacant pour sentir les intempéries de l'air. Pendant la soirée, les personnes habituellement réunies chez Madame de Listomère lui avaient presque garanti sa nomination à la place de chanoine, alors vacante au chapitre métropolitain de Saint-Gatien, en lui prouvant que personne ne la méritait mieux que lui, dont les droits longtemps méconnus étaient incontestables. S'il eût perdu au jeu, s'il eût appris que l'abbé Poirel, son concurrent, passait chanoine, le bonhomme eût alors trouvé la pluie bien froide. Peut-être eût-il médit de l'existence. Mais il se trouvait dans une de ces rares circonstances de la vie, où d'heureuses sensations font tout oublier. En hâtant le pas, il obéissait à un mouvement machinal, et la vérité, si essentielle dans une histoire de mœurs, oblige à dire qu'il ne pensait ni à l'averse, ni à la goutte. Jadis, il existait dans le cloître, du côté de la Grand-Rue, plusieurs maisons réunies par une clôture, appartenant à la cathédrale, et où logeaient quelques dignitaires du chapitre. Depuis l'aliénation des biens du clergé, la ville a fait du passage qui sépare ces maisons une rue, nommée rue de la Psalette, et par laquelle on va du cloître à la Grand-Rue. Ce nom indique suffisamment que là demeurait autrefois le grand chantre, ses écoles, et ceux qui vivaient sous sa dépendance. Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison, dont les murs sont traversés par les arcs-boutants de Saint-Gatien, qui sont implantés dans son petit jardin étroit, de manière à laisser en doute si la cathédrale fut bâtie avant ou après cet antique logis. Mais en examinant les arabesques et la forme des fenêtres, le cintre de la porte, et l'extérieur de cette maison brunie par le temps, un archéologue voit qu'elle a toujours fait partie du monument magnifique avec lequel elle est mariée. Un antiquaire, s'il y en avait à Tours, une des villes les moins littéraires de France, pourrait même reconnaître, à l'entrée du passage dans le cloître, quelques vestiges de l'arcade qui formait jadis le portail de ces habitations ecclésiastiques,
et qui devait s'harmonier au caractère général de l'édifice. Située au nord de Saint-Gatien, cette maison se trouve continuellement dans les ombres projetées par cette grande cathédrale sur laquelle le temps a jeté son manteau noir, imprimé ses rides, semé son froid humide, ses mousses et ses hautes herbes. Aussi cette habitation est-elle toujours enveloppée dans un profond silence, interrompu seulement par le bruit des cloches, par le chant des offices qui franchit les murs de l'église, ou par les cris des choucasses nichés dans le sommet des clochers. Cet endroit est un désert de pierre, une solitude pleine de physionomie, et qui ne peut être habité que par des êtres arrivés à une nullité complète, ou doués d'une force d'âme prodigieuse. La maison dont il s'agit avait toujours été occupée par des abbés, et appartenait à une vieille fille nommée Mademoiselle Gamard. Quoique ce bien eût été acquis de la nation, pendant la Terreur, par le père de Mademoiselle Gamard, comme depuis 20 ans cette vieille fille y logeait des prêtres, personne ne s'avisait de trouver mauvais, sous la Restauration, qu'une dévote conservât un bien national. Peut-être les gens religieux lui supposaient-ils l'intention de le léguer au chapitre, et les gens du monde, n'en voyaient-ils pas la destination changer. L'abbé Birotteau se dirigeait donc vers cette maison, où il demeurait depuis 2 ans. Son appartement avait été, comme l'était alors le canonicat, l'objet de son envie, et son hoc erat in votis, pendant une 12aine d'années. Être le pensionnaire de Mademoiselle Gamard et devenir chanoine, furent les 2 grandes affaires de sa vie. Et peut-être résume-t-elle exactement l'ambition d'un prêtre, qui, se considérant comme en voyage vers l'éternité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, une bonne table, des vêtements propres, des souliers à agrafe d'argent, chose suffisante pour les besoins de la bête, et un canonicat pour satisfaire l'amour-propre, ce sentiment indicible qui nous suivra, dit-on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a des grades parmi les saints. Mais la convoitise de l'appartement alors habité par l'abbé Birotteau, ce sentiment minime aux yeux des gens du monde, avait été pour lui toute une passion pleine d'obstacles, et comme les plus criminelles passions, pleine d'espérance, de plaisir et de remords. La distribution intérieure et la contenance de sa maison n'avaient pas permis à Mademoiselle Gamard d'avoir plus de 2 pensionnaires logés. Or, environ 12 ans avant le jour où Birotteau devint le pensionnaire de cette fille, elle s'était chargée d'entretenir en joie et en santé Monsieur l'abbé Troubert et Monsieur l'abbé Chapeloud. L'abbé Troubert vivait. L'abbé Chapeloud était mort, et Birotteau lui avait immédiatement succédé. Feu Monsieur l'abbé Chapeloud, en son vivant chanoine de Saint-Gatien, avait été l'ami intime de l'abbé Birotteau. Toutes les fois que le vicaire était entré chez le chanoine, il en avait admiré constamment l'appartement, les meubles, et la bibliothèque. De cette admiration, naquit un jour l'envie de posséder ces belles choses. Il avait été impossible à l'abbé Birotteau d'étouffer ce désir, qui souvent le fit horriblement souffrir, quand il venait à penser que la mort de son meilleur ami pouvait seule satisfaire cette cupidité cachée, mais qui allait toujours croissant. L'abbé Chapeloud et son ami Birotteau n'étaient pas riches. Tous 2 fils de paysans, ils n'avaient rien autre chose que les faibles émoluments accordés aux prêtres, et leurs minces économies furent employées à passer les temps malheureux de la Révolution. Quand Napoléon rétablit le culte catholique, l'abbé Chapeloud fut nommé chanoine de Saint-Gatien, et Birotteau devint vicaire de la cathédrale. Chapeloud se mit alors en pension chez Mademoiselle Gamard. Lorsque Birotteau vint visiter le chanoine dans sa nouvelle demeure, il trouva l'appartement parfaitement bien distribué, mais il n'y vit rien autre chose. Le début de cette concupiscence mobilière fut semblable à celui d'une passion vraie, qui, chez un jeune homme, commence quelquefois par une froide admiration pour la femme, que plus tard il aimera toujours. Cet appartement, desservi par un escalier en pierre, se trouvait dans un corps de logis à l'exposition du Midi. L'abbé Troubert occupait le rez-de-chaussée, et Mademoiselle Gamard le premier étage du principal bâtiment situé sur la rue.
Lorsque Chapeloud entra dans son logement, les pièces étaient nues, et les plafonds noircis par la fumée. Les chambranles des cheminées en pierre assez mal sculptées n'avaient jamais été peints. Pour tout mobilier, le pauvre chanoine y mit d'abord un lit, une table, quelques chaises, et le peu de livres qu'il possédait. L'appartement ressemblait à une belle femme, en haillons. Mais 2 ou 3 ans après, une vieille dame ayant laissé 2000 francs à l'abbé Chapeloud, il employa cette somme à l'emplette d'une bibliothèque en chêne, provenant de la démolition d'un château dépecé par la bande noire, et remarquable par des sculptures dignes de l'admiration des artistes. L'abbé fit cette acquisition, séduit moins par le bon marché que par la parfaite concordance qui existait entre les dimensions de ce meuble et celles de la galerie. Ces économies lui permirent alors de restaurer entièrement la galerie jusque-là pauvre et délaissée. Le parquet fut soigneusement frotté, le plafond blanchi, et les boiseries furent peintes de manière à figurer les teintes et les nœuds du chêne. Une cheminée de marbre remplaça l'ancienne. Le chanoine eut assez de goût pour chercher et pour trouver de vieux fauteuils en bois de noyer sculptés. Puis une longue table en ébène et 2 meubles de boule achevèrent de donner à cette galerie une physionomie pleine de caractère. Dans l'espace de 2 ans, les libéralités de plusieurs personnes dévotes et des legs de ces pieuses pénitentes, quoique légers, remplirent de livres les rayons de la bibliothèque alors vide. Enfin, un oncle de Chapeloud, ancien oratorien, lui légua en mourant une collection complète in-folio des pères de l'Église, et plusieurs autres grands ouvrages précieux, pour un ecclésiastique. Birotteau, surpris de plus en plus par les transformations successives de cette galerie jadis nue, arriva par degrés à une involontaire convoitise. Il souhaita posséder ce cabinet, si bien en rapport avec la gravité des mœurs ecclésiastiques. Et cette passion s'accrut de jour en jour. Occupé pendant des journées entières à travailler dans cet asile, le vicaire put en apprécier le silence et la paix, après en avoir primitivement admiré l'heureuse distribution. Pendant les années suivantes, l'abbé Chapeloud fit de la cellule un oratoire que ses dévotes amies se plurent à embellir. Plus tard encore, une dame offrit au chanoine pour sa chambre un meuble en tapisserie, qu'elle avait fait elle-même pendant longtemps sous les yeux de cet homme aimable, sans qu'il en soupçonnât la destination. Il en fut alors de la chambre à coucher comme de la galerie, elle éblouit le vicaire. Enfin, 3 ans avant sa mort, l'abbé Chapeloud avait complété le comfortable de son appartement, en décorant le salon. Quoique simplement garni de velours d'Utrecht rouge, le meuble avait séduit Birotteau. Depuis le jour où le camarade du chanoine vit les rideaux de lampasse rouge, les meubles d'acajou, le tapis d'aubusson qui ornait cette vaste pièce peinte à neuf, l'appartement de Chapeloud devint pour lui l'objet d'une monomanie secrète. Y demeurer, se coucher dans le lit à grands rideaux de soie où couchait le chanoine, et trouver toutes ses aises autour de lui, comme les trouvait Chapeloud, fut pour Birotteau le bonheur complet, il ne voyait rien au-delà. Tout ce que les choses du monde font naître d'envie et d'ambition dans le cœur des autres hommes, se concentra chez l'abbé Birotteau, dans le sentiment secret et profond, avec lequel il désirait un intérieur semblable à celui que s'était créé l'abbé Chapeloud. Quand son ami tombait malade, il venait certes chez lui conduit par une sincère affection, mais en apprenant l'indisposition du chanoine, ou en lui tenant compagnie, il s'élevait malgré lui, dans le fond de son âme, 1000 pensées dont la formule la plus simple était toujours « Si Chapeloud mourait, je pourrais avoir son logement ». Cependant, comme Birotteau avait un cœur excellent, des idées étroites et une intelligence bornée, il n'allait pas jusqu'à concevoir les moyens de se faire léguer la bibliothèque et les meubles de son ami. L'abbé Chapeloud, égoïste aimable et indulgent, devina la passion de son ami, ce qui n'était pas difficile, et la lui pardonna, ce qui peut sembler moins facile chez un prêtre. Mais aussi le vicaire, dont l'amitié resta toujours la même, ne cessa-t-il pas de se promener avec son ami tous les jours dans la même allée du Mail de Tours,
sans lui faire tort un seul moment du temps consacré depuis 20 années à cette promenade. Birotteau, qui considérait ses vœux involontaires comme des fautes, eût été capable, par contrition, du plus grand dévouement pour l'abbé Chapeloud. Celui-ci paya sa dette envers une fraternité si naïvement sincère, en disant quelques jours avant sa mort au vicaire, qui lui lisait la quotidienne, « Pour cette fois, tu auras l'appartement. Je sens que tout est fini pour moi. » En effet, par son testament, l'abbé Chapeloud légua sa bibliothèque et son mobilier à Birotteau. La possession de ces choses, si vivement désirées, et la perspective d'être pris en pension par mademoiselle Gamard, adoucirent beaucoup la douleur que causait à Birotteau la perte de son ami le chanoine. Il ne l'aurait peut-être pas ressuscité, mais il le pleura. Pendant quelques jours, il fut comme Gargantua, dont la femme étant morte en accouchant de Pantagruel, ne savait s'il devait se réjouir de la naissance de son fils, ou se chagriner d'avoir enterré sa bonne Badbec, et qui se trompait en se réjouissant de la mort de sa femme, et déplorant la naissance de Pantagruel. L'abbé Birotteau passa les premiers jours de son deuil à vérifier les ouvrages de sa bibliothèque, à se servir de ses meubles, à les examiner, en disant d'un ton qui, malheureusement, n'a pu être noté, « Pauvre Chapeloud !» Enfin sa joie et sa douleur l'occupaient tant qu'il ne ressentit aucune peine de voir donner à un autre la place de chanoine, dans laquelle feu Chapeloud espérait avoir Birotteau pour successeur. Mademoiselle Gamard ayant pris avec plaisir le vicaire en pension, celui-ci participa dès lors à toutes les félicités de la vie matérielle que lui vantait le défunt chanoine. Incalculables avantages. À entendre feu l'abbé Chapeloud, aucun de tous les prêtres qui habitaient la ville de Tours ne pouvait être, sans en excepter l'archevêque, l'objet de soins aussi délicats, aussi minutieux, que ceux prodigués par mademoiselle Gamard à ses deux pensionnaires. Les premiers mots que disait le chanoine à son ami, en se promenant sur le mail, avaient presque toujours trait au succulent dîner qu'il venait de faire, et il était bien rare que, pendant les 7 promenades de la semaine, il ne lui arriva pas de dire au moins 14 fois « Cette excellente fille a certes pour vocation le service ecclésiastique. » Pensez donc, disait l'abbé Chapeloud à Birotteau, que pendant 12 années consécutives, linge blanc, aube, surplis, rabat, rien ne m'a jamais manqué. Je trouve toujours chaque chose en place, en nombre suffisant, et sentant l'iris. Mes meubles sont frottés, et toujours si bien essuyés, que depuis longtemps, je ne connais plus la poussière. En avez-vous vu un seul grain chez moi? Jamais. Puis le bois de chauffage est bien choisi, les moindres choses sont excellentes. Bref, il semble que mademoiselle Gamard ait sans cesse un œil dans ma chambre. Je ne me souviens pas d'avoir sonné 2 fois, en 10 ans, pour demander quoi que ce fût. Voilà vivre. N'avoir rien à chercher, pas même ses pantoufles. Trouver toujours bon feu, bonne table. Enfin, mon soufflet m'impatientait, il avait le larynx embarrassé, je ne m'en suis pas plaint 2 fois. Bast, le lendemain mademoiselle m'a donné un très joli soufflet, et cette paire de badines, avec lesquelles vous me voyez tisonnant. Birotteau pour toute réponse, disait « sentant l'iris ». Ce sentant l'iris le frappait toujours. Les paroles du chanoine accusaient un bonheur fantastique pour le pauvre vicaire, à qui ses rabats et ses aubes faisaient tourner la tête, car il n'avait aucun ordre, et oubliait assez fréquemment de commander son dîner. Aussi, soit en quêtant, soit en disant la messe, quand il apercevait mademoiselle Gamard à Saint-Gatien, ne manquait-il jamais de lui jeter un regard doux et bienveillant, comme sainte Thérèse pouvait en jeter au ciel. Le bien-être que désire toute créature, et qu'il avait si souvent rêvé, lui était donc échu. Cependant, comme il est difficile à tout le monde, même à un prêtre, de vivre sans un dada, depuis 18 mois, l'abbé Birotteau avait remplacé ses 2 passions satisfaites par le souhait d'un canonicat. Le titre de chanoine était devenu pour lui ce que doit être la pairie pour un ministre plébéien. Aussi la probabilité de sa nomination
Les espérances qu'on venait de lui donner chez Madame de Listomère lui tournaient-elles si bien la tête, qu'il ne se rappela y avoir oublié son parapluie, qu'en arrivant à son domicile. Peut-être même, sans la pluie qui tombait alors à torrents, ne s'en serait-il pas souvenu, tant il était absorbé par le plaisir avec lequel il rabâchait en lui-même tout ce que lui avait dit, au sujet de sa promotion, les personnes de la société de Madame de Listomère, vieille dame, chez laquelle il passait la soirée du mercredi. Le vicaire sonna vivement, comme pour dire à la servante de ne pas le faire attendre. Puis il se serra dans le coin de la porte, afin de se laisser arroser le moins possible, mais l'eau qui tombait du toit coula précisément sur le bout de ses souliers, et le vent poussa par moments sur lui certaines bouffées de pluie, assez semblables à des douches. Après avoir calculé le temps nécessaire pour sortir de la cuisine et venir tirer le cordon placé sous la porte, il raisonna encore de manière à produire un carillon très significatif. Ils ne peuvent pas être sortis, se dit-il, en n'entendant aucun mouvement dans l'intérieur. Et pour la 3e fois, il recommença sa sonnerie, qui retentit si aigrement dans la maison, et fut si bien répétée par tous les échos de la cathédrale, qu'à ce factieux tapage, il était impossible de ne pas se réveiller. Aussi, quelques instants après, n'entendit-il pas, sans un certain plaisir mêlé d'humeur, les sabots de la servante qui claquaient sur le petit pavé caillouteux. Néanmoins, le malaise du podagre ne finit pas, aussitôt qu'il le croyait. Au lieu de tirer le cordon, Marianne fut obligée d'ouvrir la serrure de la porte avec la grosse clé, et de défaire les verrous. « Comment me laissez-vous sonner 3 fois, par un temps pareil ?» dit-il à Marianne. « Mais monsieur, vous voyez bien que la porte était fermée. Tout le monde est couché depuis longtemps, les 3/4 de 10 heures sont sonnés. Mademoiselle aura cru que vous n'étiez pas sorti. Mais vous m'avez bien vu partir, vous. D'ailleurs, mademoiselle sait bien que je vais chez Madame de Listomère, tous les mercredis. Ma foi, monsieur, j'ai fait ce que mademoiselle m'a commandé de faire, répondit Marianne en fermant la porte. Ces paroles portèrent à l'abbé Birotteau un coup qui lui fut d'autant plus sensible que sa rêverie l'avait rendu plus complètement heureux. Il se tut, suivit Marianne à la cuisine pour prendre son bougeoir, qu'il supposait y avoir été mis. Mais au lieu d'entrer dans la cuisine, Marianne mena l'abbé chez lui, où le vicaire aperçut son bougeoir sur une table qui se trouvait à la porte du salon rouge, dans une espèce d'antichambre, formée par le palier de l'escalier, auquel le défunt chanoine avait adapté une grande clôture vitrée. Muet de surprise, il entra promptement dans sa chambre, n'y vit pas de feu dans la cheminée, et appela Marianne, qui n'avait pas encore eu le temps de descendre. « Vous n'avez donc pas allumé de feu, dit-il. « Pardon, monsieur l'abbé, répondit-elle. Il se sera éteint. Birotteau regarda de nouveau le foyer, et s'assura que le feu était resté couvert depuis le matin. J'ai besoin de me sécher les pieds, reprit-il. Faites-moi du feu. Marianne obéit avec la promptitude d'une personne qui avait envie de dormir. Tout en cherchant lui-même ses pantoufles qu'il ne trouvait pas au milieu de son tapis de lit, comme elles y étaient jadis, l'abbé fit, sur la manière dont Marianne était habillée, certaines observations par lesquelles il lui fut démontré qu'elle ne sortait pas de son lit, comme elle le lui avait dit. Il se souvint alors que depuis environ 15 jours, il était sevré de tous ces petits soins qui, pendant 18 mois, lui avaient rendu la vie si douce à porter. Or, comme la nature des esprits étroits les porte à deviner les minuties, il se livra soudain à de très grandes réflexions sur ces 4 événements, imperceptibles pour tout autre, mais qui, pour lui, constituaient 4 catastrophes. Il s'agissait évidemment de la perte entière de son bonheur, dans l'oubli des pantoufles, dans le mensonge de Marianne relativement au feu, dans le transport insolite de son bougeoir sur la table de l'antichambre, et dans la station forcée qu'on lui avait ménagée par la pluie, sur le seuil de la porte. Quand la flamme eut brillé dans le foyer,
quand la lampe de nuit fut allumée, et que Marianne l'eut quitté sans lui demander, comme elle le faisait jadis, « Monsieur a-t-il encore besoin de quelque chose ?» L'abbé Birotteau se laissa doucement aller dans la belle et ample bergère de son défunt ami, mais le mouvement par lequel il y tomba eut quelque chose de triste. Le bonhomme était accablé, sous le pressentiment d'un affreux malheur. Ses yeux se tournèrent successivement sur le beau cartel, sur la commode, sur les sièges, les rideaux, les tapis, le lit en tombeau, le bénitier, le crucifix, sur une Vierge du Valentin, sur un Christ de Lebrun, enfin sur tous les accessoires de cette chambre, et l'expression de sa physionomie révéla les douleurs du plus tendre adieu qu'un amant ait jamais fait à sa première maîtresse, ou un vieillard à ses derniers arbres plantés. Le vicaire venait de reconnaître, un peu tard à la vérité, les signes d'une persécution sourde, exercée sur lui depuis environ 3 mois, par mademoiselle Gamard, dont les mauvaises intentions eussent sans doute été beaucoup plus tôt devinées par un homme d'esprit. Les vieilles filles n'ont-elles pas toutes un certain talent pour accentuer les actions et les mots que la haine leur suggère? Elles égratignent à la manière des chats. Puis, non seulement elles blessent, mais elles éprouvent du plaisir à blesser et à faire voir à leurs victimes qu'elles l'ont blessé. Là où un homme du monde ne se serait pas laissé griffer 2 fois, le bon Birotteau avait besoin de plusieurs coups de patte dans la figure, avant de croire à une intention méchante. Aussitôt, avec cette sagacité questionneuse que contractent les prêtres habitués à diriger les consciences et à creuser des riens au fond du confessionnal, l'abbé Birotteau se mit à établir, comme s'il s'agissait d'une controverse religieuse, la proposition suivante, en admettant que mademoiselle Gamard n'ait plus songé à la soirée de madame de Listomère, que Marianne ait oublié de faire mon feu, que l'on m'ait cru rentrer, attendu que j'ai descendu ce matin, et moi-même, mon bougeoir. Il est impossible que mademoiselle Gamard, en le voyant dans son salon, ait pu me supposer couché. Ergo, mademoiselle Gamard a voulu me laisser à la porte par la pluie, et en faisant remonter mon bougeoir chez moi, elle a eu l'intention de me faire connaître. Quoi ? Dit-il tout haut, emporté par la gravité des circonstances, en se levant pour quitter ses habits mouillés, prendre sa robe de chambre et se coiffer de nuit. Puis il alla de son lit à la cheminée, en gesticulant et lançant sur des tons différents les phrases suivantes, qui toutes furent terminées d'une voix de fausset, comme pour remplacer des points d'interjection. Que diantre lui ai-je fait ? Pourquoi m'en veut-elle ? Marianne n'a pas dû oublier mon feu. C'est mademoiselle qui lui aura dit de ne pas l'allumer. Il faudrait être un enfant pour ne pas s'apercevoir, au ton et aux manières qu'elle prend avec moi, que j'ai eu le malheur de lui déplaire. Jamais il n'est arrivé rien de pareil à Chapeloud. Il me sera impossible de vivre au milieu des tourments que, à mon âge. Il se coucha dans l'espoir d'éclaircir le lendemain matin la cause de la haine, qui détruisait à jamais ce bonheur dont il avait joui pendant 2 ans, après l'avoir si longtemps désiré. Hélas, les secrets motifs du sentiment que mademoiselle Gamard lui portait, devaient lui être éternellement inconnus, non qu'ils fussent difficiles à deviner, mais parce que le pauvre homme manquait de cette bonne foi avec laquelle les grandes âmes et les fripons savent réagir sur eux-mêmes et se juger. Un homme de génie ou un intrigant seul se disent « j'ai eu tort ». L'intérêt et le talent sont les seuls conseillers consciencieux et lucides. Or, l'abbé Birotteau, dont la bonté allait jusqu'à la bêtise, dont l'instruction n'était en quelque sorte que plaquée à force de travail, qui n'avait aucune expérience du monde ni de ses mœurs, et qui vivait entre la messe et le confessionnal, grandement occupé de décider les cas de conscience les plus légers, en sa qualité de confesseur des pensionnats de la ville, et de quelques belles âmes qu'il appréciait, l'abbé Birotteau pouvait être considéré comme un grand enfant, à qui la majeure partie des pratiques sociales était complètement étrangère. Seulement, l'égoïsme naturel à toutes les créatures humaines, renforcé par l'égoïsme particulier aux prêtres, et par celui de la vie étroite que l'on mène en province, s'était insensiblement développé chez lui,
sans qu'il s'en doutât. Si quelqu'un eût pu trouver assez d'intérêt à fouiller l'âme du vicaire, pour lui démontrer que, dans les infiniment petits détails de son existence et dans les devoirs minimes de sa vie privée, il manquait essentiellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.